Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Économiste, historien, merci à vous d'être là avec nous. Alors, vous avez dû suivre, j'imagine, le discours du président hier devant Bien le sûr. Congrès réuni à Versailles. C'est vrai que pour beaucoup d'experts, il avait une mission assez protéiforme. Le président, il devait à la fois, évidemment, le rétroviseur, rappeler un peu la cohérence de son action, donner un nouvel élan à sa politique, et aussi faire œuvre de proximité, voilà, retisser le lien avec les Français. Vous avez envie de dire mission accomplie ou pas? Ben, je dirais plutôt mission impossible parce que Versailles, ce n'est pas vraiment le lieu de la proximité. Ouais, c'est vrai, Et ça. c'était une des grandes difficultés de cet exercice qu'il avait annoncé l'an dernier et donc il s'est tenu à sa promesse. Mais c'est vrai que finalement, ce congrès était complètement décalé, en tout cas dans la méthode de l'objectif. C'est-à-dire que le congrès, c'est la verticalité, c'est de fait, j'allais dire, l'absolutisme français, y compris dans ce qui a pu survivre dans la Ve République. Donc quand on veut donner l'idée qu'on est proche des gens, qu'on les écoute, qu'on essaye d'éviter tout reproche d'arrogance, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur endroit. Il tient la route, ce reproche, encore une fois, de paroles trop lointaines, trop hautaines, voilà, éloignées des Français. C'est un vrai sujet pour le président Macron? Alors, c'est clairement aujourd'hui un problème politique. Je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes de fond. Les problèmes de fond, c'est que au plan intérieur, il y a deux grands angles morts qui sont la baisse de la dépense publique, on vient d'en parler, ouais. et puis la manière dont on gère l'islam. Et pour la politique extérieure et intérieure à la fois, il y a la question européenne, où là, ça n'est pas la faute du président de la République, Ouais. mais il a été complètement pris à revers par les élections allemandes, puis les élections italiennes, la dégradation de la situation. Montée des populismes en Italie et faiblesse d'Angela Merkel en Allemagne. Exactement, plus le Brexit dont on voit qui tourne au cauchemar, la montée de Viktor Orban, qu'il ne faut pas oublier non plus, et de la démocratie libérale dans l'Europe centrale et orientale. Donc ça, ce sont les problèmes de fond. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ce pouvoir est extrêmement concentré, extrêmement centralisé, extrêmement autoritaire. Trop. Certainement trop. Et j'allais dire, Parce la dernière proposition qui est de faire en sorte que les groupes parlementaires puissent répondre au président de la République au Congrès, j'allais dire, ça aggrave le mal. C'est-à-dire qu'on achève de confondre la fonction présidentielle avec la fonction de Premier ministre. Et dans l'esprit du général de Gaulle, qui était un militaire, et ça n'est que comme ça que ça peut fonctionner, on a bien un niveau stratégique, l'Élysée, un niveau opératif, Matignon, un niveau tactique, les ministères. Quand on essaye de tout faire remonter à l'Élysée, le tactique et l'opératif, ça ne marche pas. Et on en a déjà eu des exemples, par exemple, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, le système est encore plus concentré et plus autoritaire que sous Nicolas Sarkozy. Au risque de faire capoter les réformes, c'est ça? Ou au risque de quoi? D'avoir qu'il y ait une incompréhension avec l'opinion? Au risque d'avoir personne pour le défendre finalement et qu'il soit seul en... Voilà, d'abord, je pense que dans un pays, y compris la France, qui est un pays très centralisé, Tocqueville le disait déjà, on ne peut pas faire de réforme sans un minimum d'adhésion de la société, des citoyens et des corps intermédiaires. Or là, clairement, il y a un parti brutaliste qui a été pris d'exclure la société civile et d'exclure les corps intermédiaires. Parce qu'il estime que par le passé, les partenaires sociaux n'ont jamais vraiment réussi à moderniser. Oui, il y a les partenaires sociaux, mais il n'y a pas que les partenaires sociaux. Prenons par exemple les élus locaux. On peut en penser du bien ou du mal, mais ce sont quand même des gens qui gèrent des politiques publiques de terrain. Et la manière dont le président de la République s'est aliéné pratiquement tous les élus de bords très différents, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que les maires de France sont vent debout, les présidents de département et les présidents de région, c'est vrai que c'est une situation, en tout cas, qui complique certainement la mise en œuvre des réformes. Même si 70% des collectivités locales ont signé le pacte avec l'État pour justement faire attention en matière de gestion des deniers publics. Oui, mais il n'empêche. Ça aboutit à des résultats. Exact. Ça, il faut absolument le faire. C'est ce qu'ont fait les Allemands au moment de l'agenda 2010, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nouveau pacte entre l'État et les collectivités en termes de compétences et puis en termes de responsabilité financière. Mais pour l'instant, force est de constater quand même que même si on a un certain nombre de signatures, il y a quand même aujourd'hui entre cette équipe au pouvoir et les territoires en général
un vrai divorce. Et ça, c'est préoccupant parce que c'est vrai que fondamentalement, notre pays souffre de deux grands maux. Il y a d'abord le fait de remettre en route l'économie, et ça, incontestablement, il y a beaucoup de choses utiles qui ont été faites. Mais il y a aussi le fait de lutter contre les fractures. Des fractures qui sont sociales, des fractures de revenus, mais aussi des fractures statutaires, des fractures de génération et des fractures de territoire. Voilà. Et ça, il faut absolument le faire. Et de fait, certains signaux ont été malheureux. Ouais. Vous pensez au pognon de dingue, vous pensez à quoi? Non, enfin, je pense d'abord que la parole présidentielle, et malheureusement on s'en est écarté, il est vrai qu'elle devrait être rare et elle doit Au être... départ, c'est vrai qu'il nous a vendu le président Jupiter, oui. Il parle très peu. Au final, au tournant d'ailleurs de cette deuxième année de mandat à l'Élysée, il a changé complètement sa communication aujourd'hui. Voilà, donc cette parole est à mon avis beaucoup trop abondante et par ailleurs elle est trop longue, on l'a vu hier, et puis il peut y avoir des dérapages comme on l'a vu, le pognon de dingue, ça ne doit pas être dans la bouche d'un président de la République, ou la comparaison des Bretons avec une mafia. Je ne pense pas que ce soit très heureux. Ouais. Et vous savez, c'est le cardinal de Retz qui disait que pour un homme politique, il convient encore moins de dire des bêtises que d'en faire. Et donc, on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, disait-il aussi. Voilà, mais ça, c'est ça, c'est par ailleurs une grande question qui est la question du en même temps, si je puis dire. Ouais. C'est-à-dire que le en même temps a été une martingale extraordinaire pour gagner l'élection. La grande question qui va se poser, je pense, à Emmanuel Macron, d'ailleurs dans l'été, et je pense qu'il doit y réfléchir, c'est que on est dans un moment très particulier où tout l'environnement qui a présidé à cette campagne électorale, en fait, a disparu. C'était un peu arrivé à Nicolas Sarkozy avec le krach boursier qui avait fait en 2008 que son quinquennat a été surplombé par un événement que personne n'avait attendu, en tout cas de cette manière. Emmanuel Macron, il est confronté un peu à la même chose, mais dans l'ordre politique. C'est-à-dire que le leadership des États-Unis est désintégré par Donald Trump. Personne n'attendait qu'un président des États-Unis qui explique qu'il a trois grands ennemis, qui sont l'Union européenne, l'OTAN et l'OMC. Et qu'il a un grand ami qui est M. Vladimir Poutine. Ça, c'est quand même quelque chose que personne n'avait attendu. Et on l'a rappelé tout à l'heure, la vitesse de la dégradation de la situation en Europe est aussi impressionnante. La montée des tensions internationales, une économie qui devient aussi plus fragile. Ouais. Donc je crois que ce à quoi il faut absolument qu'il réfléchisse, c'est à ce bouleversement gigantesque qui fait que de toute manière, les 4 années qui restent de son quinquennat vont se dérouler dans un environnement que nul n'avait prévu et qui se durcit de manière singulière. Ouais. Et pour le coup, on l'a vu sur tous les sujets, dépenses publiques, investissement, dépenses sociales. Il a éludé aucun sujet et il n'a pas bougé en fait sur les piliers du discours macronien. On est toujours sur sa ligne politique n'a pas bougé. Et beaucoup lui conseillaient dans sa majorité un petit virage à gauche, comme font souvent certains présidents. Là, pour le coup, à part le changement de méthode avec remettre dans la boucle les partenaires sociaux, notamment renégocier la convention d'assurance chômage, il n'a pas varié sur le fond. Il reste solide sur ses convictions, même s'il envoie quelques signaux d'ouverture sur la méthode. C'est ce que vous avez dit. Alors, je crois quand même que dans l'agenda qui a été annoncé, donc il y a le plan pauvreté, il y a une action sur la dépendance et puis une action sur les retraites. La grande question, à mon avis, que ça pose, et la vraie contradiction, c'est que sur ces trois grands dossiers sur lesquels on a de très importants volumes de dépenses publiques. Donc, on voit mal comment on peut avoir cet agenda social sans engager de dépenses supplémentaires. Ou en tout cas, si on veut, par exemple sur les retraites, ne pas engager de dépenses supplémentaires, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte de relever l'âge de départ à la retraite, ce qui n'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc c'est là où je dis qu'on est un peu au bout du en même temps, c'est que le durcissement de l'environnement fait qu'on va retomber sur la formule de Pierre Mendès France, gouverner c'est choisir, et présider c'est choisir. Ouais, c'est la base, ça. Mais en même temps, c'est choisir, et il choisit sur la dépense publique. Parce que, on l'évoquait juste avant avec Laurent, mais il y a eu ce rapport CAP 2022 avec tous ces experts censés phosphorer pour nous donner des solutions, comme si on n'avait pas assez de rapports depuis des années sur comment faire des économies sur la dépense publique. Il a été à chaque fois repoussé, on ne sait pas trop, a priori il est quasiment terrible. On a quand même un président qui nous dit hier qu'en gros, qu'il ne faiblira pas et qu'il allait avoir des choix forts dans les prochaines semaines et qu'avant la fin de l'année, le Premier ministre
proposerait donc encore une fois un plan très concret, alors que pour l'instant il est dans le flou. Oui, les choses sont assez claires, là encore, c'est là où de fait il va falloir choisir, c'est-à-dire que le budget 2018, il dit qu'il va le faire. Voilà, le budget 2018 a été une occasion totalement ratée du point de vue de la fonction publique et des dépenses publiques, puisqu'on a eu, et on a par ailleurs des prélèvements supplémentaires dont on voit qui pèsent par ailleurs sur la croissance. Ouais. Donc, si on veut agir sur la dépense publique pendant ce quinquennat, c'est 2019 ou jamais. Donc, l'heure de vérité pour les finances publiques de la France, c'est 2019 ? En tout cas, sur le fait d'avoir une baisse significative des dépenses publiques. Si on ne commence pas en 2019, de toute manière, ça n'aura pas lieu pendant Et si ça n'a pas lieu pendant ce quinquennat, très franchement, je ne vois pas comment les équilibres... Enfin, ça veut dire qu'on n'aura pas fait la transformation du modèle économique français qui repose... Vous avez un doute, je me trompe ou pas Non, mais il vous a rassuré hier le président? Moi, si vous voulez, je pense qu'il y a les mots et les choses. En politique... si vous voulez, il faut d'abord nommer les choses. C'est la vieille phrase, encore. Encore, allez. Oui. Après Mendès France, après le cardinal de Retz. Oui, mais c'est Clémenceau qui disait qu'en politique, il faut avoir le courage de savoir ce que l'on veut. Une fois qu'on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Et une fois qu'on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Évidemment. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on a les mots, mais on les avait déjà pendant la campagne électorale. Oui. C'est vrai qu'en matière de dépenses publiques, en matière de fonction publique, en matière de restructuration des politiques publiques, pour l'instant, on n'a rien vu. Donc, souhaitons qu'on voit quelque chose d'ici à la fin de l'année. Ouais, on n'a rien appris, on a juste, on sait de nouveau qu'ils veulent faire. Voilà. Mais il nous dit dans les prochaines semaines et avant la fin de l'année. Donc là, Oui, parce que les prochaines semaines, c'est cohérent avec ce que je vous indiquais, c'est-à-dire que si ça n'est pas dans la loi de finances pour 2019, ça n'aura jamais lieu. Or, la loi de finances pour 2019, c'est d'ici au début septembre qu'elle va se mettre en place et que les arbitrages vont être réalisés. Dans le discours du président, il y a un truc intéressant dans les mots qu'il a choisis. Il a dit une politique pour les entreprises, ce n'est pas une politique pour les riches. C'était bien qu'il le rappelle, même si la réalité est plus à nuancer, parce que certains lui reprochent la baisse de la fiscalité sur le capital, la flat tax, l'impôt sur l'ISF est réduit de plus de moitié, la baisse de l'IS. Et en même temps, et là on retombe dans le même temps, il demande des engagements, vous avez vu, aux entreprises. Il a dit qu'elle allait recevoir les 100 plus grosses boîtes françaises en juillet pour qu'elles s'engagent sur l'apprentissage, sur l'emploi, dans les quartiers difficiles. Pas d'engagement, il nous dit, dans la loi, mais des engagements immédiats et visibles. Donc c'est contraignant ou c'est pas contraignant? C'est du name and shame. Voilà, c'est extrêmement ambigu. Il y a une chose qui est tout à fait juste, c'est qu'on se trompe fondamentalement quand on associe simplement l'entreprise au patron. Une des grandeurs du droit continental, et ce qui nous distingue des anglo-saxons, c'est que pour les anglo-saxons, l'entreprise n'est que le lieu de rencontre des intérêts. Elle n'existe pas en tant que telle. Donc il y a des actionnaires, des salariés, des clients. Et une des grandeurs du droit continental, c'est que l'entreprise a une personne morale et elle a un intérêt propre qui est différent de ses dirigeants, de ses actionnaires, des salariés et des clients. Et il est bien vrai que ce qu'il faut absolument consolider dans notre pays, c'est l'entreprise. Ouais. On termine là-dessus, Nicolas Bavrez. Vous avez vu, dans les sondages, il décroche complètement le président Macron. Il est 3 points au-dessus de François Hollande, au même niveau de son mandat, de son quinquennat, donc après un an de mandat. Et on voit les sondages Elab, qui est absolument édifiant. 3/4 des Français pensent que les efforts sont mal répartis, donc que c'est injuste, 64% que c'est inefficace. Attention, danger pour le président, là, avec moins de croissance, avec des tensions internationales, avec la donne, l'équation se complique? L'équation se complique, effectivement. Pour l'instant, j'allais dire, il y avait eu des signaux d'aller et venue, mais qui n'étaient pas très graves. Là, on a pour la première fois un vrai décrochage. Et un décrochage... décrochage de dans les sondages, on parle bien des sondages. Dans les sondages, oui. Et ce qui est un signal pour le président, c'est que ce décrochage se fait moins sur les réformes, puisqu'il est crédité de la capacité à agir et à faire bouger les choses, que sur sa manière de présider, sur son style et sa manière d'être. Et donc, il y a un message qui est extrêmement clair, extrêmement personnel et qui lui est adressé à lui. Le fait que ce qu'on disait tout à l'heure, ce pouvoir est beaucoup trop concentré, beaucoup trop autoritaire. Et on disait pareil de Nicolas Sarkozy. Et lui-même, le président Macron, avait analysé les défauts des présidences bavardes de François Hollande et de gesticulation de Nicolas Sarkozy. Comme souvent, je pense
qu'on s'oppose beaucoup à son prédécesseur et peut-être moins à celui qui était avant le prédécesseur. Donc, en l'occurrence, je crois qu'on voit que Emmanuel Macron a pleinement tiré les leçons des erreurs de François Hollande, qu'il a par ailleurs vues d'extrêmement près. Et je pense qu'il a réédité en revanche une partie des erreurs commises par Nicolas Sarkozy. Donc, avec un pouvoir trop concentré, c'est ça? Trop autoritaire, trop concentré? Oui, et il faut qu'il y ait maintenant un vrai Premier ministre, il faut qu'il y ait des vrais ministres qui soient en position non pas seulement de relayer la parole du président ou ses décisions, mais d'avoir une capacité d'action propre, un poids politique propre. Et c'est là où il y a une grande ambiguïté autour de la réforme de la Constitution, c'est que cette révision ne peut pas avoir pour objet d'affaiblir les pouvoirs du Parlement, dont on ne peut pas dire que dans notre pays, ils soient excessifs. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, on finit là-dessus, le Congrès, effectivement, a bien plus de pouvoir que l'équivalent de notre Assemblée nationale. Aux États-Unis, si vous voulez, dans un moment qui est critique pour ce pays, puisque Donald Trump, en l'espace de quelques mois, a démantelé plus d'un siècle d'investissement de soft power des États-Unis dans le monde, mais dans les rares points de satisfaction ou positifs sur les États-Unis, c'est que le système des contre-pouvoirs fonctionne. Au Congrès, dans la justice, mais également, il ne faut jamais oublier, pour le coup, c'est un pays qui est très décentralisé. Donc dans les grandes villes, dans les États, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de gens qui conduisent des politiques, par exemple en matière d'environnement, mais pas seulement, ou en matière d'éducation, ou en matière d'intégration, des politiques qui sont des politiques extrêmement différentes des orientations actuelles qui dominent à Washington. Et même sur la guerre commerciale, il a besoin du Congrès. C'est pour ça il invoque la sécurité nationale pour contourner en fait le Congrès. Absolument. Mais vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont engagé des recours pour contester cette utilisation d'une loi de 1962 qui permet au président, pour des raisons de sécurité nationale, de contourner la compétence du Congrès. Ça pose quand même en plus un problème stratégique majeur, c'est que le président Trump utilise la sécurité nationale pour sanctionner ses alliés. Notamment, alors pas seulement les alliés, puisqu'on trouve la Russie ou la Chine, mais quand même, ces sanctions visent énormément le Canada, le Mexique, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, qui sont quand même les meilleurs alliés et les vrais relais d'influence de l'Amérique dans le monde. On finit là-dessus, mais les marchés n'y croient pas, vous avez vu, si vraiment les marchés croyaient que cette guerre commerciale serait totale, ils ne seraient pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Évidemment, il y a beaucoup de volatilité, mais les marchés croient qu'au final, il y aura un deal qui va réussir son coup et qui réussira à faire un deal avec les Chinois, avec les Européens. Vous en pensez quoi? On finit là-dessus. J'en pense que c'est très, très peu probable. Le problème de la guerre commerciale, c'est comme une guerre tout court. On sait quand on la commence, on ne sait pas quand et comment on la termine. Et je peux la terminer avec un tweet en disant voilà, on s'est mis d'accord avec les Européens. C'est la main tendue d'ailleurs avec Merkel qui dit que pourquoi pas on pourrait discuter sur les taxations des automobiles. C'est vrai que l'Europe taxe 4 fois plus les bagnoles américaines que dans le... Aujourd'hui, il y a une forme, si vous voulez, d'EPO dans les marchés avec la réforme fiscale aux États-Unis et le rapatriement des profits qui étaient donc gelés offshore. Donc ça donne un espèce de coup d'accélérateur artificiel. Quand on regarde le fond, il y a deux choses préoccupantes. Premièrement, quand on fait une relance keynésienne par des baisses d'impôts sur une économie qui est une économie en plein emploi, on crée de l'inflation et des déséquilibres financiers. Donc la deuxième chose qui est préoccupante, c'est que en 2007-2008, on a quand même eu le plus grand krach depuis 29 qui nous est venu des États-Unis. Aujourd'hui, alors que l'économie mondiale a sans doute passé le haut du cycle à la fin de 2017, on a de nouveau trois chocs qui nous viennent des États-Unis. Le choc de la hausse des taux, le choc de la hausse des prix du pétrole, accéléré par les sanctions contre l'Iran, et enfin la guerre commerciale. Et très franchement, ça fait trop. Donc ça pourrait mal finir? Donc ça finira mal, personne ne sait quand, mais ça ne peut pas bien finir. Bon, ben voilà, on part tranquillement en vacances en se disant que tout ça va mal finir. Mais bon, le pire n'est pas certain non plus. Non, le pire n'est jamais certain. On peut aussi, mais si vous voulez, la difficulté qu'on a aujourd'hui aux États-Unis et qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que les gens qui étaient à peu près des modérés sont à peu près tous éliminés de cette administration. Les derniers qui restent, c'est le général Flynn
qui dirige l'administration de la Maison-Blanche, et le général Mattis, qui est à la tête du Pentagone. Et les deux sont aujourd'hui fragilisés et donnés plutôt sur le départ. Tous les modérés ont été remplacés par des idéologues, comme M. Bolton ou M. Pompeo. Donc, si vous voulez, il ne faut quand même pas sous-estimer qu'autour de Donald Trump s'est mise en place une équipe de gens qui sont dans une logique d'affrontement. Et ça, c'est vrai que ça nous annonce encore des temps difficiles. Encore des temps difficiles. D'ailleurs, on va sans doute en avoir un nouvel exemple cette semaine, assez vite, avec un paradoxe, c'est-à-dire que vraisemblablement, le sommet de l'OTAN à Bruxelles les 11 et 12 juillet va se passer de manière assez volcanique et agitée. Et peut-être est-ce que la rencontre avec Vladimir Poutine le 16 juillet se fera dans un climat paradoxalement plus amical, alors qu'on a quand même avec la Russie en tout cas des thèmes de discussion majeurs sur l'Ukraine et la Crimée, sur la Syrie et sur la mer Baltique. Tout un programme. Merci en tout cas. Merci Nicolas Bavrez pour ces explications. On se retrouvera évidemment à la rentrée. Bel été à vous. Très bon été. Voilà, Nicolas Bavrez est donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama.